Donc bonjour à tous. Donc je me présente, Julien Guillou, je travaille au service scientifique du Parc national des Écrins et je suis en charge notamment de tout ce qui concerne la géomatique. Ma présentation elle est assez pratico-pratique, il y aura peut-être même des choses un peu évidentes pour certains. Donc un petit peu un retour d'expérience sur les usages des orthos dans le parc. J'ai un peu englobé des choses plus MNT, donc au sens raster plus général que sur les images à proprement parler. Je ferai un premier point plutôt lié à la qualité des données. Je suis un peu un psychopathe de la qualité des données. Et puis un deuxième point plutôt sur, devant le panel d'imagerie, d'ortho qui nous sont proposés, plutôt pour nos besoins au Parc national des Écrins, quels sont les produits qu'on a choisis. Et cette seconde partie, elle s'appelle quels outils pour quels besoins. Alors, la première partie sur la qualité des données, elle est, je dirais, relativement simple. En général, quand on utilise des orthophotos ou des fonds de carte, ça sert à numériser, à créer des couches vecteurs. Et avant, c'était très simple. Le plus compliqué, c'était de demander à l'IGN de nous offrir une carte en rouleau pour ne pas avoir le problème des pliures. Et puis, c'était de bien scotcher la carte pour qu'elle soit bien étirée sur la table à numériser. Donc, en gros, on avait un seul référentiel. Là, la Scan 25 sur le domaine du petit Arbois. Puis on n'avait pas de problème d'échelle parce que on n'avait qu'une carte papier, quoi. Donc c'était très simple. Donc les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et puis, heureusement, les SIG se sont généralisés. Alors, des référentiels, on en a plein. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais dans les couches que j'ai mises sur le logiciel de CJ Bureautique, j'ai de nos amis d'IGN l'ortho de 99, la 2003, la 2009, l'ortho de 1971 en noir et blanc. Pour les heureux habitants des Hautes-Alpes comme moi, on va bientôt être livré de l'ortho historique 1948-51. Donc on va voir enfin ce qu'il y a sous le lac de Serponçon, qui n'existait pas à l'époque. On a l'ortho du Crige, qui est coché ici, dont Sylvain a parlé tout à l'heure. On a d'autres référentiels, des images satellites pour la végétation, des scans 25, etc. Donc il suffit maintenant avec les SIG de créer une petite couche vecteur qui est en bleu, de numériser, et puis quand le polygone est terminé, là à droite, on le caractérise. Voilà, là c'est un polygone de prairie grasse à dactyle, que les moutons ils aiment bien manger ça. Et puis voilà, on a créé une couche vecteur de manière très très simple. Donc grâce à toutes ces technologies SIG, grâce à tous ces référentiels, aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de données de mauvaise qualité. Voilà. Alors pourquoi ? Parce qu'on mélange tous les référentiels, et puis les notions d'échelle, on s'en occupe même plus. Moi, j'ai des chargés de mission, quand je leur dis, mais t'as numérisé à quelle échelle ? Ils me disent, je sais pas, j'ai zoomé, quoi, ça va, j'ai zoomé, quoi. Ah, j'ai numérisé. Donc là, par exemple, mon zoom, il est fixé au 2351e. Bon, voilà, pourquoi pas. Et donc aujourd'hui, on mélange un petit peu tout, et en termes de qualité de données, c'est quand même pas superbe. Alors j'ai mis échelle et résolution. Là je vous renvoie au très bon document du CERTU et de la Covadis sur la qualité des données. Le problème c'est plus les questions de résolution, c'est-à-dire que la résolution, c'est on va dire le grain optimal d'usage d'un jeu de données. Par exemple, on sait très bien que quand on utilise le scan 25, faire une numérisation au 5 millième, c'est une aberration. Quand on utilise par exemple des images MODIS, qui sont des images de satellite où on a un pixel de 500 mètres, on ne va pas aller s'amuser à faire un polygone sur l'ensemble de l'arc alpin. Donc la notion de résolution, elle est définie par Inspire, mais elle n'est pas du tout liée à la précision, c'est plutôt vraiment quelque chose lié à la qualité optimale d'utilisation d'un jeu de données. Donc on est plutôt dans des plages d'échelle. Donc les recommandations de la Covadis, c'est plutôt de dire essayez de parler dans la description de vos données et des données qui sont créées sur ces fonds de carte. Essayez plutôt de parler de résolution plutôt que de parler d'échelle. Dans les documents de la BD Topo de l'IGN, il commence aussi à avoir des descriptifs sur les documents sources qui sont utilisés pour créer la BD Topo. Alors comment on peut un peu qualifier les données qui sont numérisées sur tous ces fonds de carte ? Alors je ne sais pas si on voit très bien, mais il y a la solution manuelle qui n'est pas forcément géniale. Quand quelqu'un numérise, en fait, dans sa table attributaire, il peut créer une petite colonne que j'ai appelée référentiel.
Et là, par exemple, sur les sentiers du parc, eh ben, j'ai un tronçon qui vient de la baie des Taupeaux. J'en ai un autre qui vient où je voyais strictement rien sur l'ortho-hygiène, donc du coup j'ai pris l'ortho 2010 du CRIJ. Et puis j'ai d'autres tronçons qui ont été levés au GPS. Je peux même faire une distinction en disant que certains ont été levés au GPS différentiel, parce que c'est quand même mieux qu'un GPS de randonnée Garmin. Donc on peut comme ça, quand on crée soi-même de la donnée, référencer chaque objet. C'est une manière de faire, mais c'est manuel, c'est pas très très sexy. On peut qualifier les données qui sont saisies sur tous ces référentiels. On peut utiliser des traitements automatiques. Là, par exemple, c'est une application qu'on a développée au parc. Et puis, il y a un gros message rouge qui s'affiche quand l'agent du parc veut saisir une information. On lui dit « Mon garçon, t'es gentil, mais tu ne vas pas saisir sur un fond 100 000. On te l'interdit. » Donc ça, c'est des domaines qui sont intéressants. Et puis, on peut stocker dans la table attributaire. Bon, là, c'est une base spatiale sous Postgres. On peut stocker dans la table attributaire automatiquement quel était le fond qui était affiché à ce moment-là pour faire la saisie. Est-ce que c'était le scan ou est-ce que c'était l'ortho? Donc on peut automatiser, quand on est en web, des informations sur les référentiels qui sont utilisés pour la saisie. Ça, c'est des screenshots d'une application Nomad qui va bientôt passer sous Android. Les 3 premières images en haut, vous voyez qu'il y a les boutons plus et moins. C'est-à-dire que vous avez le droit de passer d'un référentiel à un autre. Une carte générale du parc, c'est un SRTM que j'avais fait. Une hygiène 25 000 traditionnelle, une orthophoto traditionnelle. Par contre, l'image de droite où l'agent numérise sa surface de végétation, vous voyez qu'il n'y a plus le niveau plus et moins. Il n'y a plus le bouton plus et moins. C'est-à-dire qu'au moment où il numérise, il ne peut plus changer de zoom. Donc ça, c'est forcé. Ça veut dire que tous les agents qui saisissent, ils saisissent au même niveau de zoom. Et comme c'est un programme de suivi, c'est important dans un suivi sur X années de faire toujours les relevés déjà sur le même référentiel et sur la même échelle. Alors, quand vous regardez la table attributaire de la base spatiale, ce que j'ai entouré en rouge, c'est l'échelle, c'est-à-dire que chaque espèce, chaque ligne a une échelle attribuée. Donc, soit on saisit à peu près au 8 millième, soit on saisit à peu près au 4 millième. Et le programme automatique, en fait, il lit dans la table, et en fonction de l'espèce que vous avez choisie, il va vous afficher la carte de dessin complètement à droite, au 8000 ou au 4000. Donc vous ne pouvez pas choisir vous-même une échelle, elle est imposée. Nos amis de Nice, là, s'ils utilisaient ça pour relever leur palmier, bah, peut-être que leur palmier, on dirait qu'il faut qu'ils le numérisent au 8 millième ou au 4 millième. Alors, je passe maintenant à la deuxième partie. Donc, sur quels besoins et quels outils? On a souvent un peu des difficultés aujourd'hui à savoir quel fond ortho il faut utiliser, parce qu'on en a beaucoup. Le premier exemple que je vais vous donner, c'est un vol qu'on fait pour nous aider à calculer le bilan de masse du glacier blanc, parce qu'il ne vous a pas échappé que les glaciers fondent. Donc comment on fait pour ce vol-là, hein, je reprends un peu ce qui a été dit ce matin. On a une phase très très importante de préparation du vol, qui est un vol spécifique hein, qu'on commande sur le glacier blanc. Donc en fait, on prend plusieurs points de calage tout autour du glacier blanc. On en prend sur le refuge. On va en marquer parfois en montagne. Donc en montagne, parfois, c'est du temps de travail pour avoir tous ces points d'amer. Hein. La photo que vous avez à droite, pour arriver à ce caillou qui est bien plat, il y a trois longueurs à faire. Hein. Donc c'est sympa pour grimper, mais le patron, en temps de travail, il n'est pas très très content. Voilà, donc une fois qu'on a fait tous ces repérages, le vol a lieu, la photographie aérienne est là, et donc on fait le traitement pour avoir le MNT qui va avec. Et comme ça a été expliqué par les intervenants aujourd'hui, le traitement est assez long, puisque la dernière fois qu'on l'a fait, donc c'était en 2000, et on a eu 5 jours de travail de restitution photogrammétrique, où un opérateur avec une pédale a fait des milliers de petits points pour avoir ce qu'on appelle un TIN, c'est-à-dire un MNT vectorisé sous forme de petits triangles, de manière à avoir exactement le modèle numérique de terrain du glacier blanc. Et du coup, si on prend le modèle numérique de terrain du glacier blanc de l'année N en rouge, et qu'on le compare au modèle numérique de terrain du glacier blanc qui a été fait, qui sera fait ou qui a été fait quelques années avant, on a exactement un modèle numérique de terrain rouge et bleu, et donc on voit la différence de masse que le glacier a perdu. D'accord ? Donc là, en fait, l'année N plus X, c'était le dernier vol qu'on a fait en 2002.
Si on faisait le vol aujourd'hui, la courbe elle serait un petit peu en dessous parce qu'on a perdu à peu près une quinzaine de mètres. Et l'année N que j'ai en rouge, en fait, c'est une simulation qu'on a faite en 1920. Voilà, donc là, vous imaginez que vous êtes à peu près au refuge du glacier blanc, pour ceux qui connaissent, et vous avez l'épaisseur du glacier entre 1920 et 2003. Là. Vous voyez à peu près la perte de masse. Alors, si on le représente de cette manière-là, alors c'est pas du tout les pertes calorifiques d'un grille-pain, hein, c'est simplement les pertes de masse du glacier. Donc en moyenne, on a perdu à peu près 13,50 m d'épaisseur entre 80 et 2000. On a plus de pertes à l'aval du glacier, qui est à droite. Et plus on remonte vers le glacier, c'est-à-dire le bout qui est vers moi, qui correspond au sommet du dôme des Écrins, on n'a quasiment pas de pertes, parce qu'on est à 4100 mètres et il n'y a pas énormément de pertes. Donc voilà un usage de la photogrammétrie pour des calculs de bilan de masse. Bon, il ne faut pas être trop prétentieux, on a des usages très très simples. On peut imaginer tout simplement récupérer, quand on fait de la saisie, des valeurs dans des rasters qui sont en arrière-plan. Alors là, l'exemple que je vous donne, il est avec un raster de type MNT, mais on pourrait très bien récupérer, quand on clique une observation, un pixel de végétation, d'une carte de végétation qui est en arrière-plan. Là, quand l'opérateur saisit une donnée, imaginons qu'il a vu un sac chiffrage dans la face sud de la Meije, ça c'est le sommet de la Meije que vous avez devant vous avec le glacier carré pour ceux qui connaissent. Alors nous ce qu'on fait, c'est que dans la base de données spatiale qui est en arrière-plan, on lance un croisement avec le raster, et pour renseigner l'altitude dans nos bases de données, on a toujours 3 colonnes, c'est les colonnes que vous avez en rouge. Alors on a une colonne qui est calculée automatiquement par le SIG, qui est calculé quand on clique en fait sur la base. Puis après, il y a des process dans la base de données qui croisent avec le MNT. Mais vu les écarts et les problématiques qu'on a sur le MNT en montagne, quand vous êtes sur la face sud de la Meije, sur 340 mètres en X, vous avez presque 1000 mètres de dénivelé. Donc parfois, quand vous cliquez avec le MNT, le calcul automatique, il est complètement bidon, quoi. Il ne marche vraiment pas. Donc en fait, on a une deuxième colonne qui est l'altitude saisie par l'opérateur. Si mon botaniste il avait sa petite montre Suunto avec son baromètre, il me dit j'étais à 3005. Et puis on a la troisième colonne qui est l'altitude que l'on retient. Et du coup, avec ces 3 colonnes, on fait vraiment de la qualité de données parce qu'on peut faire des comparaisons. Bon, exemple très simple encore dans une application sentier qu'on est en train de faire. Automatiquement, en base spatiale, on récupère le profil d'un sentier. Ça, c'est du connu et reconnu. Je l'avais mis peut-être pour avoir une diapo en plus. Alors, au niveau des images, forcément, dans un parc national, tous les gens nous disent « mais vous faites plein de traitements satellites, etc. Vous avez toute votre végétation à 4 mètres près, etc. etc. » Ben, en fait, elles ne sont pas tellement utilisées. Elles ne sont pas tellement utilisées. On avait fait des tests il y a déjà très longtemps. Hein. Je me suis trompé parce que ce n'est pas 1999, mais c'est 1989. Ça, c'était un traitement Landsat qui nous retournait des classes de végétation sur la vallée de la Bérarde. Et puis on a participé à un gros programme européen de caractérisation des habitats de végétation, un programme inter-européen qui s'appelait Habitalp. Et sur des infrarouges couleurs, et ben les opérateurs ils caractérisaient, alors là on voit très mal, mais en fait c'est plein de petits polygones avec les contours blancs qui caractérisent les habitats. Alors en fait on s'est rendu compte que finalement le besoin d'un parc national c'était pas tant d'avoir des cartes figées sur sa végétation, j'ai envie de dire. Et puis le problème de ces cartes figées, c'est que tous les 3-4 ans, de toute façon, il faudrait les refaire pour être à jour, quoi. Et donc, nous, on s'est rendu compte que finalement, faire des cartes de végétation statiques comme ça, que ce soit dans le programme Habitalp ou de manière générale, c'était pas très pratique pour des grandes zones comme un parc national. Le parc national des Écrins, c'est 300 000 hectares. C'est à peu près l'équivalent d'un petit département en France. Et du coup, le coût de charge de travail pour numériser les habitats sur leur taux, etc., c'était assez compliqué. Donc ces méthodes-là, elles sont pas mal pour suivre des petites zones. Il y a des collègues ici qui gèrent des marais en Camargue, il y en a qui gèrent des réserves naturelles, etc. C'est super adapté pour eux, mais à l'échelle d'un organisme comme nous, c'est pas idéal. Donc nous, on s'est plutôt dirigé vers des études un petit peu plus, je dirais, dynamiques. C'est-à-dire que l'idée, c'est plutôt d'avoir régulièrement des orthophotos ou des infrarouges couleurs pour la végétation,
Et le rendu qu'on souhaite, c'est pas de la carte, mais c'est de la statistique. Par exemple, on va utiliser des infrarouges couleurs au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, qu'on va prendre sur des satellites pour avoir des données fréquentes, ce qui n'est pas possible avec un vol. Le pixel n'est pas le même, mais on va faire des traitements statistiques et on va voir comment la phénologie de la végétation, elle évolue. Est-ce que durant l'année 2012, ou durant l'année de la sécheresse, c'était en 2003, on voit très bien que la plante, entre sa phase de maturation, sa phase optimum et sa phase de décrépitude, la vitesse n'est pas la même. Donc nous, on est plus intéressés par ces choses-là, notamment pour des problématiques de capacité fourragère en alpage, puisque avec le réchauffement climatique, je dirais qu'il n'y a pratiquement plus rien à manger dans les grandes plaines de l'Accro et que le pastoralisme dans les Alpes devient un sujet vraiment très très important. Et ça sera sûrement le sujet environnemental le plus important dans nos espaces naturels dans les 20 ans qui viennent. Comment on va gérer la capacité de fourragère pour les bêtes en alpage. Alors, dans cette notion plutôt de dynamique de travail, là je vous mets un exemple avec des satellites MODIS. Pareil, hein, notre objectif c'est pas d'avoir une cartographie à la fin, mais c'est d'avoir de la statistique. Donc on charge sur les images MODIS. La carte de gauche c'est une carte à la fin du mois de mai, et la carte de droite, c'est l'image de droite, c'est l'image satellite à la fin du mois de juin. Et donc tout ce qui est en blanc, ben, c'est qu'il y a de la neige, et tout ce qui est en noir, c'est qu'il n'y a pas de neige. Alors là vous avez la Vadoise, où il y a le plus de neige, c'est nos amis du Mont Blanc, et après on est chez les Helvètes ici, d'accord? Donc là on a un grain, le pixel fait 500 mètres par 500 mètres. Donc quel outil? On n'a pas besoin d'un grain plus fin pour ces études-là. D'accord? Et le but du jeu étant vraiment pour nous de savoir à quel moment les alpages se déneigent, c'est-à-dire à quel moment les plantes commencent à pousser, pour savoir quelles seront les capacités fourragères qui seront disponibles, tant pour la faune sauvage que pour la faune domestique. Le résultat, je vous l'ai dit, c'est pas la carte qui nous intéresse, c'est la statistique. Si on se concentre sur un alpage, par exemple, voilà toutes les moyennes qu'on a pu faire en rouge entre 2000 et 2010. Voilà, on constate qu'il y a encore pas mal de neige jusqu'à la mi-avril. Et puis, quand on arrive à peu près au 15 juin, on n'a plus grand-chose sur les alpages. D'accord ? Quand on se concentre sur uniquement l'année 2003, qui était l'année de la sécheresse, au 1er juin, il n'y avait plus de neige. Ça posait des gros problèmes pour le ski de rando, mais bon, ça c'est un autre problème. Voilà, il n'y avait plus de neige. Donc on constate en faisant ces suivis MODIS que le réchauffement climatique, il apporte quelque chose d'assez intéressant en zone de montagne, c'est-à-dire que vos hivers soient très enneigés, ce qui est le cas actuellement. Actuellement, quand vous dépassez 2200 mètres d'altitude, il y a vraiment de la neige. Et je parlais de ski de rando, parfois pour tracer, c'est dur. Il y en a beaucoup. Ou alors les hivers où il n'y a pas de neige, ben finalement, le déneigement, quand on arrive fin juin, début juillet, il est tout le temps pareil. Parce qu'en fait, il y a une chaleur du climat, j'ai envie de dire. Il y a une réflectance, une luminosité qui fait que quelle que soit la quantité de neige, finalement, quand vous arrivez à la mi-juin, pratiquement tous vos alpages ils sont déneigés de la même manière. Alors ça pose un petit problème, ça veut dire que tout fond très 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 vite. Ça veut dire que la ressource en eau, elle n'est pas équilibrée dans le temps. Donc ça veut dire que la capacité fourragère va être un peu déséquilibrée. Et on a des sécheresses parfois dans des alpages au mois de juillet. Donc voilà, c'est des petits exemples comme ça. Donc les photos aériennes sont très utiles pour ces choses-là. J'avais d'autres exemples, je n'ai pas voulu en amener trop. La seule chose maintenant que je vous invite à faire, c'est à venir nous voir. Et je vous remercie.